apprenne quand même à réorienter ces politiques et inciter les gens quand même à consommer local, mais encourager les entrepreneurs, en tout cas les gens qui veulent développer leur business au niveau local quand même. Alors vous, M. Thioune, comment appréciez-vous ces mesures de baisse annoncées hier? Alors, des mesures comme ça sont toujours salutaires parce que ça permet de soulager les populations, parce que ça fait partie des vocations de l'État, de soulager les populations. Cependant, ça nous amène à nous poser certaines questions. La première, c'est que depuis 2014, on avait l'habitude d'entendre qu'on nous parle d'autosuffisance en riz, alors que jusqu'à présent, ce qu'on constate, nous, quand on va au marché, c'est que les gens... C'était annoncé en 2017, on est encore en 2022, on attend encore. Jusqu'à présent, on attend. C'est dire que, vraiment... Je ne dirais pas qu'il y a une faillite de notre politique agricole, ce serait trop dire, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et dans ce sillage-là, quand moi je me pose des questions sur les domaines agricoles communautaires que j'entends ou dont j'entends parler depuis 2, 3, 4 ans, mais pourtant ça aurait été un bon moyen d'absorber beaucoup de jeunes. Parce que l'agriculture et l'élevage sont des moyens qui peuvent permettre d'employer beaucoup de jeunes à tour de bras. Malheureusement pour nous, j'entends parler de domaine agricole communautaire, mais jusqu'au moment où on se parle, j'ai du mal à savoir la valeur ajoutée de ces DAC-là. De ces DAC, oui. Et ça pose problème. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'aussi clairement, vous l'avez évoqué tantôt, c'est le fait de devoir changer nos habitudes alimentaires. Je suis désolé, mais nous tous, nous consommons du pain le matin, alors que nous savons que le blé, il est importé. Autrement dit, dès qu'il y a une hausse du cours du baril du pétrole ou bien du blé, immédiatement, ça va se répercuter sur nous, soit directement sur le prix du pain, soit sur le prix de l'essence. Donc, tout ça, c'est des choses qui font que l'État aussi doit faire son marketing local. En fait, essayer de pousser les populations à manger du consommé local. Vous l'avez souligné tout à l'heure aussi. Même nous, autres pères de famille, je pense qu'à un moment donné, nous devons aussi participer à l'effort de guerre. C'est important. Mais clairement, cette diminution des denrées de première nécessité, moi, a priori, je me dis que c'est salutaire, ça nous permet de souffler un peu, de sortir la tête de l'eau. Mais clairement, ça remet en question notre politique agricole au niveau national. Comment on a fait pour parler depuis 4-5 ans d'autosuffisance en riz? Jusqu'à présent, on importe le riz. Le sucre, il faudra à un moment donné qu'on puisse oser poser la question sur la table. On ne comprend pas avec la CSS, avec les importations, avec les quotas qu'il y a. C'est plus ou moins opaque. On a du mal, on veut comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le stade. Autant, il y a des moments de communion durant lesquels on est tous d'accord avec le président, notamment quand il s'agit d'inaugurer un stade, de rendre hommage au président Wade, autant aussi sur certaines questions telles que l'agriculture, telles que ces domaines agricoles communautaires, telles que les licences qu'on donne aux gens qui importent le sucre. Nous, population sénégalaise, nous avons besoin de comprendre pourquoi ça fait du yo-yo comme ça, personne ne sait comment on fait. Alors, Abdoulaye Mbow, est-ce que cette baisse aura l'effet escompté quand on sait que le chef de l'État ou le ministre du Commerce s'est basé sur les derniers prix homologués, alors que, en réalité, sur le marché, ces prix n'étaient pas respectés. Quand on parle du prix du sucre qui se vendait à 625 et qu'on a enlevé ces 25 francs, dans beaucoup de localités, ici même à Dakar, le prix du sucre coûtait 700 francs. Donc, est-ce que ces baisses auront l'effet escompté? À condition qu'il y ait un suivi permanent sur le terrain de la part justement des services du ministère du Commerce, de la part, pour ne pas dire de la direction intérieure du commerce, des directions régionales du commerce, pour aller dans le sens en tout cas de pousser ces commerçants, en tout cas ceux-là qui sont dans la mafia des prix et du gonflement des prix, justement d'aller dans le sens de pouvoir respecter les prix annoncés par le président, prix justement autour desquels les différents départements ministériels ont eu à échanger aujourd'hui. J'en veux pour preuve les développements faits par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Plan, mais également Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce. Maintenant, il est impératif que l'on puisse sentir véritablement cette baisse sur le terrain. Et également, que l'on puisse mettre le doigt sur les différentes denrées, justement concernées par la baisse des prix. Parce qu'en réalité, on parle de la baisse du kilogramme de riz, mais de quel riz il s'agit? Je sais que tu es adepte du riz brisé, super brisé. Est-ce que ce sera le cas
cas pour le riz parfumé ou le riz semi-parfumé, c'est autant de questions que l'on doit se poser. Mais cela nous amène toujours à nous poser la question, est-ce qu'il y a une réelle volonté d'aller dans le sens de pouvoir en tout cas avoir une agriculture beaucoup plus dynamique, parce que depuis 5 ans on entend des réformes agraires et qu'est-ce que ça a abouti? Aujourd'hui on nous parle d'autosuffisance alimentaire. Depuis Abdou Diouf on entend parler justement ce terme-là, jusque-là rien. On parle de 1 million et quelques 500 000, 400 000 tonnes d'arachide, mais l'arachide, est-ce que cette arachide est transformée au Sénégal? Non, mais c'est vendu aux Chinois, demain ce sera vendu aux Turcs, après demain ce sera vendu aux Brésiliens. Ensuite ils transforment notre arachide en chocolat, en savon, et puis ils viennent nous revendre cela. Alors que nous devons avoir les moyens véritablement d'aller dans le sens de miser sur la transformation encore une fois. Nous avons dans le cadre des produits horticoles, mais nous avons des mangues labellisées sur le plan international et tout. Mais ces mangues sont transformées à Taïwan ou en Corée. On revient nous vendre véritablement du jus plus cher que le kilogramme de la mangue. Ça pose problème. Donc il faut quand même que l'on puisse aller dans le sens d'avoir une vision beaucoup plus globale par rapport à tout cela. Alors le dernier point que nous allons aborder dans ce round-up, c'est de la politique. La caution pour le scrutin législatif, il y a eu cette réunion ce matin entre le ministre de l'Intérieur et les différents acteurs politiques. Ils n'ont pas pu s'accorder sur un montant, là où la majorité propose qu'on reste sur la caution de 2017 de 15 millions. L'opposition, les non-alignés ont proposé 5 millions. D'autres proposent carrément une hausse de cette caution de 30 millions et qu'on supprime le parrainage. Vous, à la République des valeurs, quelle est votre position? Nous, notre position elle est simple. La caution de 15 millions, pour nous, c'est à revoir à la baisse. C'est carrément à la baisse. Vous savez, au local, on avait beau crier, finalement, ils se sont accordés, enfin, l'État a imposé 15 millions. Et le but, c'était quoi? C'était de réduire les listes au niveau des départements. Un premier filtre. Et qu'est-ce qu'on a vu? Si on compare les listes de 2017 aux listes de 2022, mais les listes ont augmenté. Il y en a eu quand même. Les listes ont augmenté. On était à 1000 et quelques. Cette année, on était à 2000 et quelques. Tu vois, donc pour moi, c'est pas un bon filtre. Il faut que l'État aussi ait raison de garder. Il n'est pas dit, comme avec des échéances, qu'il faut tout faire pour essayer de diminuer la force de l'opposition. Non. Pour moi, les 15 millions, fallait carrément... Mais ne pensez-vous pas que si on réduit la caution à 5 millions, ce que vous venez de dire tout à l'heure, qu'on puisse avoir beaucoup de listes, une pléthore de listes? Oui, mais la preuve, on a augmenté la caution et ça n'a pas empêché les listes d'augmenter. Vous savez, on est en démocratie. Il faut qu'on apprenne quand même à laisser à la population le soin de choisir leurs élites. Aujourd'hui, une caution de 10 millions, une caution de 5 millions, c'est la population qui va choisir. Laissons les élites au niveau local s'exprimer. Et ceux qui ont envie de donner pour leur... Mais ces scrutins ont un coût. L'organisation de ces scrutins a un coût. Oui. On ne peut pas aller comme ça au scrutin et ne rien débourser. Oui, comme j'ai dit tantôt... la démocratie également a un coût. Bien sûr. La démocratie a un coût. C'est ça, c'est un point de priorisation. Aujourd'hui, on va vers des élections, mais il faut que l'État y mette les moyens. Très bien. Si l'État préfère prendre ses moyens et les mettre ailleurs, à caser par exemple pour la clientèle politique, ça aussi c'est un problème. Très bien. L'État dira à chaque fois on a des problèmes de sous, mais ces problèmes de sous, ils vont les mettre ailleurs pour alimenter encore ces clientèles. Monsieur Thioune, les deux filtres, la caution plus le parrainage ou la suppression d'un des filtres? Alors moi déjà, j'aimerais qu'on arrête de vouloir privatiser la politique dans ce pays. Parce que je suis désolé, mais il faut qu'on puisse laisser le soin aux Sénégalais de pouvoir briguer des mandats, quels qu'ils soient. Politiciens, société civile, comme mon grand frère vous prêchez pour votre chapelle, monsieur Thioune. Non, mais naturellement, je pense qu'il a parfaitement raison. Tout a un coût dans la vie. On a parlé tout à l'heure des infrastructures. 150 milliards, c'est énorme, mais ça en vaut la peine. La démocratie aussi a un coût. Donc il faut qu'on arrête de vouloir privatiser la politique, vouloir en faire une affaire d'un groupuscule de gens qui vont être là, qui vont se passer la balle à chaque fois. Non, il faut qu'on puisse régénérer la classe politique. Il faut qu'on puisse laisser aux jeunes le soin de pouvoir s'immiscer là-dedans. Aux jeunes compétents, je parle, mais des jeunes qui vont s'immiscer là-dedans et qui vont pouvoir transformer ce pays comme l'avait voulu le président Wade, donc, pour lequel on est en train de rendre hommage. Là où je voulais terminer, c'est...
par rapport aux élections législatives, ce que moi je voudrais, c'est que le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de l'organisation de ces élections-là, qui puisse aussi faire le bilan des élections locales. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'étais candidat et il faut avouer que rien que sur les enveloppes, sur les urnes, on avait des salles étroites. Il y a 2 urnes, un pour la ville, un pour la commune. Les gens, ils ne savaient même pas. Et puis la disposition des listes aussi. Partout, on voit en tête de liste la liste de Benno Bokk Yakaar. On ne sait pas pourquoi. Alors que normalement, tous les partis, tous les candidats se valent. Hein. Il y a aussi les enveloppes qui étaient tous des enveloppes du département, ce qui fait que des gens qui voulaient voter pour la commune, quand ils voient dans l'isoloir enveloppe, c'est marqué département, après ils peuvent se tromper. C'est autant de choses qui font que la dernière remarque, c'était les élections locales, c'est maintenant au suffrage direct. C'est-à-dire que quand vous y allez, vous savez déjà pour qui vous voulez qu'il soit votre maire. Très bien. Moi, je prône qu'on mette maintenant les photos des gens. Parce qu'on sait dès le départ que sur la liste, la tête de liste majoritaire, c'est monsieur X. Et c'est lui qui sera le maire. Pourquoi devons-nous continuer à mettre en place des listes? Et pour cela, allez-y très rapidement, une minute, Abdoulaye Mbow. Quand même, il faut que la classe politique puisse s'entendre. On en parle depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans. Pourquoi ne pas avoir véritablement un bulletin unique au Sénégal? Exactement. Dans plusieurs pays en Afrique, on le fait. L'autre chose également, par rapport au parrainage ou aux cautions, moi j'ai dit qu'il faut laisser tout le monde le soin de participer. Mais que l'on puisse adopter la formule mauritanienne. Si la République des valeurs n'arrive pas à obtenir 5% de l'électorat au sortir du